Pourquoi penser les loyautés? C'est un concept repris dans toutes les approches, si bien qu'on ne sait plus vraiment ce qu'il recouvre ni comment le travailler. Les loyautés sont souvent vues comme un fardeau pour le sujet, un frein pour son évolution et un frein pour le thérapeute et l'intervenant. C'est d'ailleurs à partir de ce constat que Bozormini-Nagy développe le concept de loyauté. Il constate en lisant Freud que ce dernier butait sur les marches arrière, les régressions thérapeutiques. Un patient montrant une bonne évolution freine soudain, il fait une régression thérapeutique par considération pour d'autres membres de la famille. Cela peut exprimer, je cite Nagy, une loyauté inconsciente aux besoins de stagnation, de stabilité, d'absence de changement des autres membres. Même si un des membres arrive à dépasser cette résistance, par exemple dans un processus de deuil, il peut toujours par la suite se sentir redevable de geler sa capacité de croissance pour ne pas heurter les sentiments des autres. Donc, si on reprend le schéma des 5 dimensions de l'approche contextuelle, Nagy part du constat dans la dimension 2, la dimension psychologique. Donc le sujet peut se trouver en régression dans sa vie ou dans sa thérapie, en lien à l'intériorisation d'un message du type « ne nous lâche pas »,« n'évolue pas trop »,« ne te différencie pas trop ». Ensuite, Nagy prend en compte les enjeux du groupe. Il évoque l'équilibre du système et le besoin d'homéostasie dans la dimension 3, c'est-à-dire le besoin du système de rester à l'équilibre, quelquefois au prix du symptôme d'un ou plusieurs membres. Dans cette idée, la culpabilité apparaît comme une force régulatrice de l'homéostasie quand un membre a failli à ses obligations de loyauté. Donc la culpabilité individuelle permet de réguler l'équilibre du groupe. Donc du spot mis sur l'individu, besoin individuel et intériorisation d'un message ne nous lâche pas, puis sur le groupe, besoin d'homéostasie, le focus va s'affiner chez Nagy dans le concept sur le lien entre les deux, les enjeux individuels et de groupe. Et il identifie la loyauté comme une pression motivationnelle dans les liens qui comptent. Donc sa réflexion autour des enjeux de la loyauté passe de la dimension individuelle à la dimension groupale, puis à la dimension de l'éthique relationnelle. Et il en vient à imposer que dans un groupe aussi important qu'une famille, avec des liens qui comptent, la loyauté donne une motivation à agir, pas seulement par culpabilité, mais par besoin de justice et de réciprocité. Donc la loyauté est un ressort individuel, mais qui se comprend dans ce lien spécifique qui nous relie aux autres dans la trame éthique. Dans la dimension 5, définie plus tard par Nagy et par Catherine Ducommun-Nagy, la loyauté est basée sur notre besoin d'être en lien. Sophie l'évoquera cet après-midi. La dimension 5 recouvre le fait que le lien est la toile de fond indispensable à notre existence. Sans lien, nous ne pouvons ni exister ni survivre. C'est précisément pour cela que l'isolement peut tuer à petit feu. Le lien est l'élément de base pour exister. Donc notre loyauté nous permet d'être en lien, le lien nous permet d'appartenir, et l'appartenance, c'est sur cette appartenance que nous pouvons nous autonomiser. Donc le lien, la loyauté permet le lien, l'appartenance l'autonomie. Donc la loyauté nous aide à gagner notre autonomie. C'est donc la loyauté, une pression motivationnelle à rendre, à gagner du mérite et à recevoir, notamment, de l'aide dans les moments difficiles. Yuval Harari, grand historien contemporain, souligne le fait que vouloir se débrouiller seul est très contemporain. Jusqu'il y a 2 siècles, un individu sans famille, et donc sans possibilité d'aide en cas de détresse, de maladie, de perte de travail, était pour ainsi dire un homme mort. La révolution industrielle a tout changé.
Et je le cite. « L'État et le marché soumirent aux gens une offre qui ne se refuse pas. Devenez des individus. Épousez qui vous voulez. Prenez le travail qui vous convient. Vous n'êtes plus dépendant de votre famille et de votre communauté. Nous, l'État et le marché, nous allons prendre soin de vous. Nous vous fournirons nourriture, hébergement, éducation, santé, aide sociale et emploi, mais aussi pension, assurance et protection. Ainsi, l'État a pourvu aux besoins de l'individu et l'individu est devenu dépendant de l'État plutôt que dépendant de sa famille et de sa communauté. Donc, dans l'évolution, la loyauté est peut-être ce qui nous reste de pression motivationnelle à soutenir le cycle du donner, recevoir, rendre, et est donc en ce sens une source d'entraide et de résilience, puisque c'est une pression motivationnelle à donner, mais aussi à recevoir selon les besoins. Alors évidemment, nous le verrons au cours des 2 journées, la loyauté peut être difficile à vivre et peut même être exploitante. Mais se vouloir libre, affranchi de toute loyauté, totalement indépendant, est peu réaliste et entraîne d'autres difficultés. Comment l'absence de prise en compte des loyautés peut-elle peser sur les prises en charge thérapeutiques ? S'agissant des thérapies individuelles, je cite Nagy. Les personnes qui parlent de la manière la plus négative de leurs parents dans le cadre d'une thérapie individuelle sont aussi souvent celles qui résisteraient le plus à l'idée de parler directement à ceux-ci de leurs griefs et qui ont le plus besoin de garder un contrôle sur l'image que nous nous faisons de ses proches. Dans le cadre thérapeutique, ils peuvent à volonté les noircir quand nous les voyons sous un jour positif ou voler à leur secours si nous les jugeons de manière trop négative. Anna Freud a observé que les enfants capables de développer un attachement émotionnel intense à leur analyste, prérequis pour l'analyse du transfert, pouvaient en venir à se sentir coupables de trahir leur mère, surtout dans le cas où cette dernière se montrerait ambivalente par rapport à l'analyste perçue comme une rivale. L'enfant risquait alors de désinvestir émotionnellement son thérapeute, ce qui constitue alors un obstacle majeur de la cure. Pour cette raison, les thérapeutes d'enfants intègrent les parents, la mère le plus souvent, au suivi de loin en loin. Mais attention, le thérapeute familial n'est pas à l'abri de ces enjeux, car ce n'est pas parce qu'il reçoit toute la famille qu'il prend en compte les besoins de tous les membres de la même façon. Le risque est présent de prendre en compte davantage les besoins de l'enfant ou de celui qui aurait un symptôme ou de celui qui semble souffrir le plus et qui serait à protéger, voire à extraire de la famille. Alors, le risque de conflit de loyauté pour celui qui serait davantage pris en considération par rapport aux autres existe. J'ai envie d'être entendu, mais est-ce aux dépens des miens ? On le vit tous. J'évoque souvent avec ma sœur nos parents décédés, avec amour, tendresse et beaucoup de nostalgie, mais aussi dans leurs manquements, dans les injustices qu'on a pu vivre avec eux. Mais si une tierce personne fait un commentaire que j'estime un peu critique sur nos parents, l'effet est immédiat et le besoin de les défendre se fait sentir. Les personnes qui nous consultent, que ce soit en individuel, en couple, en famille, ont pratiquement toujours cette attente que le thérapeute ou l'intervenant dise qui souffre le plus, qui est le plus légitime. Est-ce c'est moi ou c'est mon compagnon ? C'est moi ou ma mère ? C'est moi ou mon enfant ? Comme le rappelle la citation de Nagy, si on se met du côté du parent, du conjoint, de l'enfant, le patient peut se sentir injustement traité et pas compris. Mais si on se met du côté du patient,
en chargeant le parent, le conjoint, l'enfant, ça l'amènera tôt ou tard à le défendre, consciemment ou non, et parfois même contre son propre intérêt. Ça, on le verra mieux en fin de matinée. D'où l'importance fondamentale de la partialité multidirectionnelle, l'outil central, en tout cas en thérapie contextuelle, qui donne la garantie que tous les membres de la famille, présents, vivants ou morts, sont pris en considération et respectés, ce qui permet de libérer les loyautés et de travailler ce qui fait mal, sans agiter les défenses. La partialité multidirectionnelle est vraiment la méthode qui dirige les entretiens et la mise en place du dialogue. J'y reviendrai plus tard. Ainsi, penser et travailler les loyautés, c'est fondamental que nous soyons thérapeutes familiales ou thérapeutes individuels. Elles sont présentes et risquent d'entraver le processus si on ne fait pas en sorte qu'elles puissent s'exprimer de façon intéressante pour le sujet. Toute la question, finalement, pourrait être: comment être loyal sans être sacrificiel pour sa famille? Comment se respecter et respecter l'autre? Comment être loyal sans tout excuser ou au contraire en ne pardonnant rien? Comment gagner en autonomie, en mérite humain, en légitimité constructive à travers l'exercice de nos loyautés? Alors la loyauté, au fond, qu'est-ce que c'est? On peut d'abord peut-être dire ce qu'elle n'est pas. Ce qu'elle n'est pas, elle ne se contracte pas. On ne décide pas, allez maintenant, nous deux, on va être dans une loyauté. Ce n'est pas un sentiment ou une valeur non plus. Ce qu'elle est, c'est un ciment, c'est le ciment éthique de la relation. Ciment parce qu'elle lie les partenaires de façon durable, dans une trame éthique de donner, recevoir, rendre. C'est une série d'obligations et d'opportunités, et elle se base sur ce que nous avons reçu dans une relation, sur ce que nous avons donné et ce que nous pourrions recevoir dans le futur. Je vais évidemment affiner. La définition de Nagy, la loyauté est une forme préférentielle d'engagement pour des partenaires relationnels qui ont le droit, qui méritent une priorité d'égard, une priorité de lien, qui nous force à faire passer leurs intérêts avant ceux des autres. Par exemple, j'ai prévu un week-end avec mon amoureuse, mon amoureux, tout compris Wellness Resort Deluxe. Et le vendredi, je reçois un appel, ma mère se fait hospitaliser d'urgence. Je fais quoi? Ma mère m'a donné la vie et a pris soin de moi. Il y a de bonnes chances, sans doute, que j'annule ce week-end et que je me rende auprès d'elle. Ainsi donc, petite dia de reprise, c'est quoi? C'est une forme préférentielle d'engagement pour ceux qui ont mérité une priorité. Sur base de quoi? Du passé, de ce qui a été reçu et donné. Qu'est-ce que ça entraîne de faire passer leurs intérêts avant ceux des autres? Alors, les particularités. Une des particularités de la loyauté, puisqu'elle est une forme préférentielle d'engagement, une priorité d'égard, c'est qu'elle met toujours en scène un triangle de protagonistes. De fait, pour marquer une préférence d'engagement vis-à-vis de tel ou tel, il faut plusieurs protagonistes. Il y a celui qui préfère en A. Oui, on voit rien, mais il y a A en bas, B et C. Il y a celui qui préfère, il y a celui qui est préféré et celui qui n'est pas préféré. Il y a moi, ma mère et ma partenaire. Donc ça veut dire que la loyauté,
donc, met en scène un triangle, mais ça veut dire aussi que la loyauté, elle est indissociable d'un moment de conflit de loyauté. Puisqu'il y a un choix à faire et une préférence à marquer, avec un engagement vis-à-vis de l'un ou de l'autre. La loyauté est indissociable de petits moments de conflit de loyauté. Donc si je reprends mon exemple, mon ou ma partenaire, à moins qu'on soit ensemble depuis 2 semaines, ce partenaire m'a aussi donné des choses, était là pour moi quand j'en avais besoin, a pris soin de moi et du lien. Donc il y a un conflit de loyauté, de priorité. Mais heureusement, et c'est une autre particularité, heureusement, la loyauté est associée à la durée de la relation. C'est pour ça que j'exclus les relations courtes, évidemment. La loyauté est associée à la durée de la relation, du lien. Donc, quand elle est suffisamment libre, elle se balance selon les besoins des objets de notre loyauté, des sujets de notre loyauté. Donc, une fois, c'est B qui aura notre priorité d'égard, parce qu'il en a vraiment besoin, et une autre fois, ce sera C, selon la nécessité et l'urgence de leurs besoins. Ça veut dire aussi, une autre particularité de la loyauté, qu'elle n'est visible que par ses effets, c'est-à-dire par les choix que nous faisons, en lien à une histoire de ce qui a été reçu et donné. C'est le choix qui va rendre visible la loyauté. Si vous choisissez systématiquement votre partenaire, dans cette, entre un parent, entre votre mère, par exemple, qui serait en besoin, et votre partenaire, si vous choisissez systématiquement votre partenaire, ça donne une indication de votre loyauté à votre mère et une idée de ce que vous estimez avoir reçu ou pas, une idée de votre sentiment de redevabilité. Donc elle met en scène un triangle de protagonistes, elle est indissociable d'un conflit de loyauté, elle s'inscrit dans une durée et elle est visible par ses effets, par ses choix. Et il y a cette notion importante de sentiment de redevabilité.